Le jour, je suis enseignant au primaire depuis une trentaine d'années. Et le soir, je suis prof à l'université, dans 3 universités, chargé de cours en fait. J'enseigne la motivation, l'utilisation des technologies en pédagogie et aussi l'utilisation des jeux vidéo. J'ai aimé la présentation de ce matin un peu plus tôt sur le temps chez les Autochtones parce que j'ai eu l'occasion aussi de travailler comme consultant auprès des CRI ici au Québec, puis bientôt au Manitoba. Je vais être cocheté à mon micro. Hein. J'ai choisi 4 temps dans ma carrière qui sont comme importants, puis c'est de là que je vais partir pour vous parler. La première, il y avait la date où est-ce que j'ai commencé l'école et la date à laquelle j'ai commencé à ne pas aimer l'école. Lorsque je suis devenu enseignant, il y a des choses tout de suite qui m'ont agacé. D'abord, le désintérêt des élèves dans ce que j'avais enseigné et aussi le désintérêt de mes collègues envers les élèves. Je trouvais ça vraiment difficile. Puis je me suis dit, il doit y avoir d'autres façons de faire. Un peu découragé, j'ai remis ma démission au directeur et il a refusé ma démission. Il m'a plutôt dit, Pierre, je vais te donner une carte blanche pour créer la classe idéale. Où est-ce que tu aimerais travailler? Fais-moi un plan et puis on va le faire. Et puis, ben là, j'étais vraiment motivé. Je me suis dit, on va oser. Alors, on se renseigne sur les recherches qui existent, sur les initiatives qui se font ailleurs. Puis on dit, on le met dans une seule et unique classe. Notre premier geste de délinquance, ça a été lorsque le directeur a acheté un Mac. C'était interdit. Et de là, ensuite, j'ai eu l'idée folle de créer un site web pour la classe. Alors, je me suis dit, fantastique, on va avoir une vitrine sur le monde et les élèves vont pouvoir programmer le site de la classe. Eh bien non, c'était impossible. Pour pouvoir publier chaque page, il fallait que je sois chez moi et non pas à l'école. On est en 2003-2004. Alors, c'est un peu décourageant, mais je me dis, bon, ben, OK, on va essayer de foncer quand même, de faire d'autres projets. Et puis là, je me suis dit, bien, avec notre ordinateur, on va faire de la radio. On va faire de la radio, puis on va publier sur iTunes vos petites capsules radio. Alors ça, c'est motivant pour les élèves, c'est motivant pour moi, c'est fantastique, tout le monde est heureux et on se dit, là, ça y est, on est parti, on va faire différemment. Vos textes de français auront maintenant une signifiance, vous allez les lire au micro. Eh bien non. Le Wi-Fi de l'école n'est pas équipé pour ça. En plus, ce qui est très curieux, c'est qu'on a participé à un concours international de balado-diffusion au début des années 2000, un concours qui est organisé en Belgique. Et on pouvait écouter nos émissions, évidemment, de concours, mais jamais, à partir d'aucune de nos écoles. Alors, la directrice que vous voyez a décidé que peut-être qu'il fallait arrêter de demander des permissions et de foncer peut-être d'une façon un peu plus autonome. Alors, on s'est équipé d'ordinateurs, de toutes sortes de choses. Et ça, c'est la photo de la salle de classe au départ. Vous voyez que c'est très, très évident qu'il y a des tics. Puis récemment, vous voyez qu'on ne les voit pas du tout. Il y a une leçon derrière ça. C'est peut-être de consacrer un peu moins de temps aux tics et un peu plus à l'humain, aux humains qui sont devant vous, aux élèves qui sont devant vous. Je ne dis pas que les tics sont inutiles, je dis qu'elles complètent, mais il y a des priorités, puis il y a des choses encore plus importantes à faire avec les élèves. Cela dit, ça nous a amené loin, les tics. On a fait des présentations à l'Université de Montréal à un moment, puis une raison pourquoi ils montrent leurs appareils, c'est que c'était habituellement interdit même à la faculté pendant les cours d'utiliser les appareils. Donc, mes élèves étaient très fiers de faire cette première présentation devant des futurs profs. Alors, si on résume, là, vous voyez, en 2003, c'était plutôt difficile. Je pensais laisser la profession. Puis petit à petit, en innovant, avec beaucoup de soutien de la direction. Puis évidemment, la direction ici, à Montréal, mais comme moi, j'ai travaillé auparavant à Toronto, puis déjà là, j'étais poussé dans le dos par des directions qui étaient allumées, qui voyaient loin. Et quand je discutais souvent avec mes collègues ou encore avec la direction, il y a des phrases qu'on voulait éliminer de notre discours dans une classe pas tant technologique que renouvelée, des façons de faire, où est-ce que l'élève est plus un interlocuteur qu'un élève proprement dit. Je vous rappelle que j'enseigne en 5e année. Alors, les élèves dont je vous parle, là, ils ont 10 ans, puis quand je mentionne mes étudiants, ben, ils sont dans la vingtaine. Alors, voici des façons de faire qui sont reconnues généralement, puis qu'on n'applique pas nécessairement dans toutes les écoles. Mais moi, ce que j'ai retiré de tout ça, c'est que c'était des façons de faire apprendre, de motiver les élèves. Et puis, si à un moment donné, il y a un outil technologique qui nous aide à le faire, bien, on l'intègre tout simplement. Vous voyez, j'ai eu un message de ma ministre ici de l'Éducation. Je n'ai pas besoin de vous lire ce qu'elle m'écrit, mais elle me tient au courant de ce qui se passe à l'école. C'est fantastique.
Petit à petit, ce projet-là est devenu, a pris de l'ampleur. Puis rappelez-vous comment c'était difficile au début. À un moment donné, on s'est ambitionné, on s'est mis à intégrer les aînés dans le programme de technologie à l'école. Alors, depuis 15 ans, chaque semaine, il y a des aînés qui viennent suivre des leçons d'Internet, si vous voulez. Et en échange, ils apprennent le tricot, à jouer aux cartes. Donc, il y a un échange intergénérationnel qui est super. Vous vous demandez, est-ce que ça fonctionne, cette façon de faire-là dans une classe? Qu'est-ce qu'un élève pourrait bien dire? Ça ici, c'est un témoignage d'une étudiante. Puis ça m'avait touché parce qu'elle est plus avec nous. Puis je pense qu'on peut dire que ça a fait ses preuves après toutes ces années, malgré la résistance. On se permet même maintenant d'accompagner des enseignants qui se sentiraient un peu seuls dans leur milieu, qui ont peut-être envie d'innover. Je pense aux futurs étudiants ici qui sont bénévoles, entre autres, qui disent oh, j'aimerais ça faire différemment, mais dans mon milieu, ce ne sera pas accepté. Bien, maintenant, on est un groupe de gens qui vont l'accepter. Et tout à l'heure, au début, on a parlé de parents avertis. On s'est rendu compte que d'inclure les parents, ce serait vraiment chouette dans quelle que soit la modification qu'on veut apporter dans notre salle de classe. Alors, on les appelle parents avertis, justement. Puis aussi, on essaie de s'approcher un peu du langage des garçons, sachant que les garçons ont peut-être de plus grandes difficultés, où il y a une opposition peut-être plus grande, ou un malaise plus grand. Puis là, maintenant, on a décidé de se mettre à leur écoute. Alors, c'est terminé. Et puis, on est toute une équipe, voyez-vous. Donc, c'est une progression dans le temps. Et partir de difficultés, de choses difficiles à mettre en place et de voir où est-ce que ça nous mène une dizaine d'années plus tard. Merci. On a sûrement le temps d'accueillir une question. Quelqu'un en aurait une sur le rapport entre le temps et cette pédagogie? Oui, bonjour. Bonjour. On m'entend bien? Oui. Donc, moi, je travaille à l'Université Laval en formation des futurs enseignants et enseignantes primaires. Bravo. Puis, le titre déjà de votre présentation m'avait interpellée parce que c'est quelque chose que je dis souvent à mes stagiaires. Oui, mais là, il y a juste toi qui travailles. Qu'est-ce qu'ils font, les élèves, eux? Oui. Si tu as déjà tout préparé le matériel, tu as déjà tout pensé, tu donnes déjà toutes les réponses, ils ont seulement à l'écrire. C'est vraiment quelque chose qui m'avait touché. Puis je tiens à vous féliciter pour votre merci. Mais vous savez, également. Oui, merci. L'inspiration, elle vient des recherches, encore une fois. Je lisais des trucs absolument fascinants. Puis, je me rendais compte qu'il y a des tâches que je faisais moi-même, puis que grâce aux technologies bien intégrées, là, je pourrais les confier aux élèves. Puis c'est là qu'est venue l'idée de dire, ben, moi, je vais travailler moins fort, puis je vais les laisser prendre plus de place. Alors, auparavant, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être que je me serais assis en dessiner une grille, par exemple. Je vais utiliser cette grille-là en classe, puis là, c'est moi qui ai fait. Maintenant, c'est non, go, va la faire, ta grille. Puis je saurais bien te dire si elle est réussie ou non, puis on s'en servira pour faire autre chose. Puis vous avez parlé durant votre présentation du désintérêt. Vous avez vous poussé là, à entamer des changements puis à aller voir votre direction. Vous avez également parlé des problèmes technologiques qui sont, je l'espère, de moins en moins présents dans les milieux scolaires. Puis maintenant, dans votre posture de formateur auprès des enseignants, des enseignantes, quel est l'obstacle plus actuel qui demeure là, dans le fait de faire travailler les élèves plus en classe? Je pense qu'il y a une mise à jour qui s'impose de la formation des maîtres, justement en ce qui concerne les changements de terrain. Là, vous avez vu une seule classe. Il y a des classes qui suivent ce mouvement-là, que ce soit au public ou au privé. Moi, je suis au public, mais alors peut-être de s'approcher davantage. Ça se fait déjà, mais moi, j'aimerais ça que ça se fasse à grande échelle pour que les étudiants aient une meilleure vision de ce que sera leur tâche plutôt que voici la vision de ce qu'on faisait peut-être il y a quelques années. Alors, merci. Je dois s'interrompre parce que d'autres équipes doivent s'installer. Ce n'est pas une question